6 enfants, 5 ou 6. Enfin, je n'ai jamais réussi à savoir s'ils étaient ou 5 ou 6, mais enfin pas plus que 6. Rédige un tract, ils en disent 25 exemplaires, dont voici la photocopie, c'est reproduit ici. Et il colle ce tract sur les murs proches de la maison où vit leur chef, si j'ose dire, Geli Pavlov, qui a 13 ans, les autres ont 11 et 12 ans. Et ce tract est extrêmement violent dans son contenu. Je ne vais pas vous le lire en entier, mais il faut quand même en lire quelques lignes pour avoir une idée de ce qu'il y a dedans. Le titre déjà, « Camarades qui souffraient sous le joug stalino-fasciste ». Écrire ça en juin 1944, c'est quand même une certaine dimension. Et le tract continue, le pays est dirigé par la bande des réactionnaires staliniens, et il dénonce toute une série de choses. Les préceptes de Lénine sont bafoués. La Troisième Internationale a été dissoute, effectivement, elle a été dissoute en mai 1943. Il est vrai que Staline avait d'abord pensé la dissoudre lors de son entente avec Hitler, en 1939, mais il s'y est pris trop tard. Une cascade d'impôts pille les travailleurs. L'URSS, la création de Lénine, a été transformée en l'empire fasciste de Joseph Ier. Et la conclusion du tract, c'est « Camarades, dressez-vous pour le combat, anéantissez la bête sauvage Hitler et ensuite remerciez Staline ». C'est signé la Société des jeunes révolutionnaires. C'est le premier de leur tract, ce sera le dernier. Parce que, et c'est l'un des éléments très significatifs, je crois, de cette affaire et de bien d'autres qui sont du même type, ce type de tract, bien que diffusé à un nombre très limité, 25, suscite la panique dans la police politique, qui cherche à savoir d'où ça vient. Une fois d'ailleurs, dans une histoire du même type, à Leningrad, où des adolescents un peu plus âgés auront diffusé largement, enfin assez largement par rapport à leurs possibilités, un tract manuscrit du même type. Quelques jours après la diffusion de ce tract, sera organisée dans tous les établissements scolaires de Leningrad une épreuve d'orthographe pour pouvoir repérer, avec leurs problèmes d'écriture, les auteurs du tract qui seront tous d'ailleurs pris la main dans le sac, si j'ose dire, enfin, même si la main n'était plus dans le sac. Et c'est significatif de l'attitude d'une partie, en général des enfants de militants, en tout cas du Parti communiste. Par exemple, le petit Geli Pavlov était le fils d'un des cadres du Parti communiste de la région de Saratov, le seul qui est parti, bien entendu, au combat, le seul, parce que les autres célébraient l'héroïsme de ceux qui partaient en restant dans leur bureau. Ce n'est pas d'ailleurs spécifique à la société stalinienne, hein, c'est pareil dans toutes les sociétés. Hein. Sociétés bourgeoises, ceux qui écrivent les articles pour célébrer ceux qui offrent leur vie dans un combat pour défendre la patrie sont ceux qui restent dans leur bureau soigneusement. Si mes souvenirs sont bons, je crois que Maurice Barrès avait écrit en 1914 un texte dans lequel il affirmait qu'il avait vraiment envie d'aller sacrifier sa vie pour défendre la France attaquée par l'Allemagne, mais qu'il se disait quand même que ses articles avaient plus d'importance pour susciter ce genre de vocation. Je crois que c'est Barrès. Bon, si par hasard je me trompe, vous pardonnerez cette erreur, mais je crois que ce n'est pas une erreur. Donc ce type de réaction, ici très très vigoureuse, est caractéristique d'un comportement d'une partie de la jeunesse, d'une partie de la petite partie, c'est évident, mais qui est heurtée par le contraste entre la propagande officielle et la réalité dans laquelle ils vivent. Et je pense que c'est là la question fondamentale que se posent ces gamins. Voilà. Alors justement, quand vous évoquez cette contradiction entre ce que peut être le discours officiel et la réalité qui est vécue, alors c'est pour ça qu'on précisait au début la période dont on parle, cette période quand même des années 1930-1940, c'est une période de répression de masse, c'est une période de pénurie, pour dire les choses avec une litote, voire de famine et d'extermination par la famine d'un certain nombre de populations, avec notamment de grands moments sur lesquels vous revenez, la famine du tout début des années 1930, et
la famine qui a lieu en 1946-1947, notamment à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Je ne suis pas sûr de savoir ce qu'est ce bruit, mais... À mon avis, c'est Staline qui intervient. C'est son fantôme. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, c'est quand même la période où les contradictions entre ce qui est dit, et notamment sur la vie qui est devenue plus facile en Union soviétique et la réalité concrète des habitants, est quand même quelque chose qui marque fortement. Dans votre livre, on le voit d'ailleurs, y compris pour la population adulte, qui n'est pas la dernière, à quand même quand elle ne l'affirme pas ouvertement, à pouvoir critiquer, à pouvoir remettre en cause tel ou tel aspect. On voit bien que sur la jeunesse, il y a une question particulière. Et c'est vrai que dans votre ouvrage, on a une manière de regarder la jeunesse soviétique, on pourrait dire notamment la jeunesse russe, puisqu'il y a beaucoup d'exemples qui viennent de ce qui était à l'époque Leningrad, donc Saint-Pétersbourg, ce qui était également Moscou, des parties russes de l'Union soviétique. Il y a quelques exemples aussi sur d'autres républiques de l'Union soviétique. C'est évidemment une image qui est quand même très différente de celle qu'on peut avoir. Si je prends juste un exemple, dans la propagande officielle, on a par exemple, et vous y faites référence dans le livre, une affiche extrêmement célèbre qui s'intitule « Merci à notre cher Staline pour notre enfance heureuse », où on voit deux enfants, un petit garçon et une petite fille, qui viennent apporter des bouquets de fleurs à Staline, dont l'un est justement habillé avec le costume des organisations de jeunesse communistes. Donc ça, on est totalement dans la propagande. D'une certaine manière, pourquoi est-ce que vous avez voulu prendre un prisme différent et peut-être revenir avant cela sur ce qu'étaient les cadres de l'endoctrinement, de la formation, de l'éducation, voire la rééducation qui pouvait exister en Union soviétique pendant la période que vous étudiez? Pourquoi vous avez voulu adopter une approche différente, une perspective autre sur la jeunesse? J'essayais de le faire parce que ce régime a essayé d'encadrer l'enfance et la jeunesse très très tôt. Il y a d'abord les petits octobristes, si vous voulez, Oktyabronok, enfin, au singulier, qui sont organisés à partir de l'âge de 6 ans, puis les pionniers à partir de 10 ans, et la Komsomol à partir de 14 ans. Komsomol, c'est-à-dire jeune soviétique. Jeune communiste, pardon, pas jeune soviétique. Et cet encadrement semble au régime un élément lui permettant d'assurer son contrôle d'une population qui va finir par devenir adulte, bien entendu. Or, il apparaît, quand on regarde les groupes de gamins et d'adolescents qui se constituent, que si ça marche pour les gamins de 6 à 10 ans, si ça marche encore assez bien pour les pionniers pour lesquels on organise des marches, des séances de camping ou autres, chez les Komsomol, ça commence déjà à craquer. C'est-à-dire que beaucoup de groupes dont je parle dans ce petit livre, dont l'existence a été révélée par 2 sources. C'est-à-dire, première source, les souvenirs de ceux qui ont survécu, qui y ont participé. Et deuxième source, les rapports de la police politique. Alors, pour ces rapports de la police politique, il faut être très attentif, parce que ces rapports parlent à la fois d'une réalité, c'est-à-dire ils découvrent un groupe de 4, 5, 6 gamins, ou mômes, ou jeunes, adolescents, qui parfois se réunissent simplement pour lire entre eux des poèmes, mais se réunir en dehors du cadre officiel, c'est inacceptable dans ce régime. Donc s'ils écrivent, par exemple, j'ai cité le cas, là, d'ailleurs, d'un homme que j'ai rencontré plus tard, il s'appelle Boris Lesniak, qui appartient à un groupe où on lit des poèmes, et puis ils sont tous arrêtés, déportés. Alors lui, il sera déporté à la Kolyma, ou à la Kolyma, parce que on peut dire les deux. Et là, au bout de 8 ans de goulag, il sera recruté comme infirmier et il épousera une doctoresse du camp. J'ai rencontré tous les deux plus tard d'ailleurs. Et lui, son seul crime, c'est d'avoir participé à un groupe où on discutait librement de la poésie. Alors que toute forme d'organisation autonome ou indépendante, quel que soit son but, est rejetée par le régime comme une atteinte inacceptable. À partir de là, d'un certain point de vue, on peut dire que c'est le régime stalinien qui pousse ces jeunes à entrer dans une forme de ce qui sera plus tard appelé la dissidence.
puisque s'ils se réunissent entre eux, ce qu'ils font est déjà hors la loi. Donc ça les amène à réfléchir pourquoi. Alors, ils ont souvent beaucoup de peine à trouver la réponse parce qu'ils sont très vite arrêtés. Je le répète, ce qui est arrivé à ceux de Saratov, ça arrive la plupart du temps aux autres, en particulier pour les groupes qui écrivent des tracts avec l'objectif de les distribuer dans la manif soit du 1er mai, soit du 7 novembre. Le seul cas que j'ai trouvé où un groupe a réussi à distribuer des tracts, quelques dizaines dans une manifestation, je ne sais plus si c'est le 1er ou le 7 novembre, ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a eu aucune réaction de la part des manifestants quand ils ont donné ces tracts. C'est très important parce que dans le code pénal stalinien figure depuis 1927 le délit de non-dénonciation. C'est un délit dans le code pénal stalinien. D'ailleurs, les staliniens n'ont rien inventé, ça figurait déjà dans le code pénal tsariste. Et pour renforcer l'importance de cet article, l'Église orthodoxe avait décidé que les prêtres devraient dénoncer ceux qui, dans leur confession, auraient avoué des intentions tout à fait fâcheuses à l'égard du régime. Tsariste, bien entendu, mais après, c'est repris. Eh bien, aucun des manifestants, je n'ai pas réussi à savoir combien il y en avait, mais enfin, bon, ils ont distribué plusieurs dizaines de tracts. On est allé se précipiter pour dénoncer à la police les audacieux qui faisaient ça. Et donc, ça augmente l'inquiétude de la police politique. Dernière remarque avant de rendre la parole. L'ennui avec les documents de la police politique, c'est que d'un côté, ces documents donnent des précisions sur les groupes, c'est-à-dire combien ils étaient, mais dès qu'ils entrent dans la description de ce qu'ils voulaient faire, on entre dans le domaine du roman feuilleton, c'est-à-dire que les gamins sont accusés. Par exemple, j'ai trouvé un groupe qui à Vinitsa, c'est plus de 1000 km en dessous de Moscou, en Ukraine d'ailleurs, qui est accusé d'avoir voulu organiser une montée sur Moscou pour corrompre les gardes du Kremlin et afin d'organiser un attentat contre Staline. Vous imaginez comme un groupe d'écoliers va comme ça, j'arrive aux portes du Kremlin, on frappe à la porte, tenez, garde, on veut assassiner Staline, laissez-nous passer. Mais ce roman feuilleton, il est régulièrement repris dans les documents de la police publique. Bien entendu, on ne peut accorder aucune confiance, ni se dire que c'est une exagération d'un projet réel. Ça n'a aucun rapport avec la réalité. J'avais lu jadis dans je ne sais plus quel document, de je ne sais plus quel historien, je ne sais pas s'il était même français, ce qui n'est pas un crime d'ailleurs, hein, bon, que si la police politique, enfin, si Beria, si Yezhov d'abord puis Beria racontait ce genre d'histoire, c'était pour faire plaisir à Staline, qui aimait beaucoup ces romans feuilletons. Et que c'était pour montrer à quel point ils étaient indispensables pour protéger le régime. Je pense que cette explication n'est pas juste. Enfin, le point de départ, elle correspond à quelque chose. Je vais terminer brièvement pour repasser la parole à mon voisin. Lorsqu'en 1935, Staline fait adopter une réforme du code pénal prévoyant la peine de mort pour les enfants de plus de 12 ans, ce qui prouve qu'il avait peur d'eux. On ne se prétend pas à faire couper la tête à des gens dont on n'a pas peur, à moins d'être paranoïaque complètement. D'ailleurs, ça suscitera de la part de Romain Rolland, qui viendra le voir, une demande de justification de ce genre de document. Romain Rolland était tout à fait prêt d'ailleurs à soutenir ça parce qu'il recevait 5 000 francs par mois de l'ambassade soviétique à cette époque-là. 5 000 francs par mois, ça correspond à 3 800 €. Bon, pour un intellectuel indépendant, c'est pas mal payé, quoi. Donc, Staline lui explique pourquoi il faut le faire. Bon, Staline, d'ailleurs, de toute façon, ça correspond à des fins purement pédagogiques. En fait, on ne l'applique pas. Alors, il dit, mais si vous ne le faites pas, expliquez-le, racontez-le. Ah, mais non, parce que si on le dit, ça n'aura plus d'effet pédagogique. C'était destiné, d'après Staline, à décourager les voyous qui voulaient prostituer les jeunes filles, jeter les élèves qui travaillaient bien dans des puits. Vous imaginez, tu travailles bien, je te jette dans un puits, ça doit être très fréquent comme réaction. Même dans la Russie de l'époque, c'est assez invraisemblable.
Mais donc, ce que ces documents fournissent doit être pris avec la plus grande précaution. C'est un roman feuilleton dont la seule réalité, c'est le nombre de membres du groupe et le nom qu'il se donne. Et le nom qu'il se donne, c'est parfois extrêmement important. Donc j'arrête là-dessus. Alors justement, puisque vous évoquez cette précaution qu'il faut prendre, en particulier avec les sources qui viennent de la police politique, plus largement, ça fait partie des précautions de l'historienne ou de l'historien, mais vous avez raison de souligner qu'il y a quand même un sujet particulier sur ces documents produits dans le contexte des années, notamment 1930, 1940, 1950. Il y a peut-être une espèce de tension permanente qu'on voit dans votre livre entre la volonté de contrôle, d'encadrement, d'endoctrinement, et puis cette peur qui devient parfois une peur panique vis-à-vis de la jeunesse. Il y a peut-être une figure dont il faudrait qu'on dise un mot, puisque c'est une figure qui a quand même beaucoup hanté, dans tous les sens du terme, la société soviétique. C'est la figure, alors là un roman feuilleton mais dans l'autre sens, d'un enfant montré en exemple, mais là plutôt pour le côté de la loyauté vis-à-vis du régime, quelqu'un qu'on appelait Pavlik Morozov, et qui a été vraiment une figure absolument centrale, notamment de toute cette période du stalinisme. Et peut-être, comme c'est assez révélateur de ce que le discours officiel et la propagande officielle soviétique voulaient faire dire sur ce qu'était la place d'un enfant, et puis sur la question de la dénonciation dont vous parliez un instant, peut-être que vous pourriez revenir sur cette figure de Pavlik Morozov. Oui, brièvement, je vais le faire. Le régime stalinien n'a aucune confiance dans la masse de la population. D'ailleurs, il suffirait de se rappeler le décret pris par Staline en 1939, condamnant à 1 an de prison tout ouvrier qui arrive plus de 3 fois dans l'année, plus de 20 minutes au travail. Quand on se rappelle ce qu'étaient les moyens de transport à l'époque, c'est quand même assez... Ça montre une confiance vis-à-vis des ouvriers assez limitée quand même. Bon. Donc, l'idée du régime, c'est d'utiliser l'enfance comme dénonciateur de leurs parents. Si un enfant entend son père ou sa mère prononcer une phrase douteuse, discutable, etc., il faudrait qu'il puisse le dénoncer. Donc, pour essayer de parvenir à cela, bon, ça marchera parfois, bien entendu, on instaure le culte d'un nommé Pavlik Morozov, qui est un petit paysan de 12 ans, dont le père a quitté la mère. C'est à l'époque de la collectivisation agricole, donc de ce qu'on appelle la découlakisation, c'est-à-dire la chasse aux paysans prétendus riches, qui sont souvent pas très riches. D'ailleurs, il suffit de voir les photographies de leur baraque pour en avoir une idée, mais enfin qui ont plus de moyens que les autres, bien sûr. Et dans cette campagne, en même temps, pardon, j'ai oublié une chose. La mère de Pavlik Morozov intente un procès à son mari qui l'a quitté et qui ne veut pas lui verser la pension alimentaire qu'il doit verser. Cas d'ailleurs qui ne concerne pas seulement l'Union soviétique. C'est les pensions alimentaires non versées par les gars qui sont partis ailleurs, c'est assez fréquent dans toutes les sociétés. Enfin là, vu le nombre de petites ressources qu'a la femme, elle y tient beaucoup. Et elle demande à son fils de témoigner contre son père. Le fils témoigne effectivement que le père a laissé tomber sa mère et qu'il donne pas. Et puis, quelques jours après ce procès, qui n'a donc aucun caractère politique, c'est un procès, on retrouve Pavlik Morozov et son frère assassinés dans une forêt voisine. Alors, assassinés, pourquoi? Par qui? Personne ne le sait. Donc on décide de faire croire que premièrement, le père a été en procès, non pas parce qu'il ne versait pas une pension alimentaire, mais parce qu'il était contre la collectivisation agricole, dont le fils Pavlik n'a pas dit un mot au procès, et donc qu'il aurait été victime d'une vengeance politique pour avoir dénoncé son père comme contre-révolutionnaire, comme koulak, quoi. On parle des koulaks. Et à partir de là, on fabrique une légende. Pavlik Morozov aura des statuts dans je ne sais pas combien de villes de l'Union soviétique. La légende de l'enfant fidèle serviteur du régime qui n'a pas hésité à dénoncer son père comme adversaire du régime. Donc je répète, tout ça est faux. La seule chose qui est réelle, c'est que le malheureux et son frère
ont été assassinés, sans doute parce qu'ils sont tombés sur une bande d'ivrognes en train de faire... Parce que l'ivrognerie était relativement répandue à cette époque. Maintenant, je ne suis pas sûr que c'est complètement disparu, mais enfin, ça, c'est une autre question. Et ensuite, donc, on fait de Pavlik Morozov ce héros que tous les enfants doivent imiter. Quel est l'effet de ce culte réellement sur la jeunesse? C'est difficile à savoir parce que dans les journaux soviétiques de l'époque, on ne parlera que de certains cas où des enfants ont dénoncé leurs parents. Mais si on regarde, par exemple, les enfants de victimes de la répression, si on les envoie dans des camps spéciaux pour enfants de victimes de la répression, c'est donc qu'ils n'ont pas dénoncé leurs parents. Or, il y a à l'époque des camps spéciaux, les uns pour les femmes de victimes de la répression, si elles n'ont pas été elles-mêmes victimes de la dite répression, et des camps pour des enfants de victimes de la répression. Donc c'est qu'ils n'ont pas dénoncé leurs parents, je me répète inutilement. Donc apparemment, cette campagne doit avoir un succès limité, réduit. Et elle est comme le revers officiel de ce qui se passe chez des jeunes qui, par exemple, pour prendre un petit parti communiste de la jeunesse créé par des jeunes, qui atteindra 57 membres, créé en 1947. Il est vrai que celui-là durera un peu parce qu'ils se contenteront de se réunir entre eux et de discuter d'un programme politique à établir, mais jamais ils n'écriront de tracts, jamais, comme dirait la police, ils n'en colleront puisqu'ils n'ont pas écrit, ils n'en distribueront. Ils commettront simplement la maladresse d'accepter dans leur rang le recrutement du fils d'un dirigeant du NKVD qui racontera pourtant à ceux qui l'ont recruté que son père était le spécialiste des exécutions de 2 balles dans la nuque. Et il dira quand même que c'était dur à faire pour son père. Évidemment, c'est lui qui les a dénoncés un peu plus tard. Mais eux, ils ont été créés par le fils du deuxième secrétaire du Parti communiste de la région de Voronège. C'est donc un fils d'un haut bureaucrate qui a connu comme sort ce qui est arrivé, mais ce que j'ai connu encore quand j'étais lecteur à Leningrad, on faisait la même chose en 61, c'est-à-dire on envoyait des étudiants faire la moisson parce que les paysans ne voulaient pas travailler. Comme ils ne touchaient pas leur journée de travail, ils travaillaient gratis. Travailler gratuitement, ce n'est pas un idéal qui convainc beaucoup de monde. Donc on envoyait les étudiants faire la moisson. Et les paysans les regardaient en rigolant parce qu'ils faisaient mal la moisson. Et là, ce Boris Batouyev, envoyé faire la moisson, voit quelle est la vie réelle des paysans qui vivent dans une misère profonde. Alors en plus, en 1946, vous avez une famine, vous avez 600 000 morts, ce qui n'a pas empêché Staline d'exporter du blé en France et en Pologne. Bon, donc le contraste est brutal. Et c'est toujours ce contraste qui fait naître chez les enfants, quelle qu'ait été leur formation politique. Bon, il y en a qui ne réagissent jamais, bien entendu, ou qui réagissent en considérant qu'il vaut mieux se taire, mais qui provoquent ce choc. Et c'est ce choc qui amènera ce fils d'un dirigeant du Parti communiste à s'engager dans la construction d'une organisation qu'il appelle le Parti communiste de la jeunesse, mais qui ne fera rien, sauf discuter. Mais déjà, discuter, c'est trop. Alors, ce point que vous évoquez, je dirais que c'est quand même un aspect qui renvoie beaucoup plus largement, à la fois sur le plan historique, mais dans toutes les sciences humaines et sociales, à une vraie réflexion sur ces notions même de jeunesse, d'enfance, d'adolescence, dont on sait, et maintenant ça a fait l'objet de pas mal de travaux, que ce sont quand même des notions qui sont assez relatives d'une époque à une autre, que l'idée même qu'il y a une sorte de distinction, qu'il y a des rites de passage selon les sociétés peuvent varier beaucoup. Et on voit bien qu'il y a une espèce de tension en ce qui concerne le cas soviétique, qu'on peut retrouver aussi ailleurs, mais particulièrement dans ces sociétés très, très marquées et très bouleversées, entre à la fois une mise à l'écart de la jeunesse, de l'enfance, et en même temps son intégration à toutes les transformations politiques, sociales qui frappent l'Union soviétique à l'époque. Et le cas que vous évoquiez du rétablissement de la peine de mort pour les personnes à partir de 12 ans en 1935 est quand même un cas très emblématique et qui va malgré tout, même parmi les staliniens ou les compagnons de route les plus fidèles, ébranler un petit peu les consciences. Et puisque vous y faisiez référence à l'instant, vous avez parlé du fait que vous êtes passé
en Union soviétique au tout début des années 1960. Est-ce qu'on pourrait peut-être revenir sur cette dimension, je dirais, plus personnelle de votre travail, c'est-à-dire qu'au-delà de toute la recherche historique que vous avez effectuée, il y a plusieurs passages où on sent le contact direct que vous avez pu avoir, et peut-être revenir sur un cas plus spécifique que vous reprenez de votre expérience à l'époque comme lecteur de français, donc dans le cadre des échanges qui commençaient à se développer depuis la toute fin des années 1950 entre l'Union soviétique et d'autres pays. Un certain nombre, notamment venant d'Europe occidentale, de lecteurs de langue commençaient à être envoyés dans les universités soviétiques. Donc vous avez eu cette expérience, et c'est vrai que dans le livre, vous rapportez un épisode qui vous a confronté directement avec cette jeunesse, là plutôt pour le versant étudiant, de l'Union soviétique. Oui, j'ai fait des études, je ne vais pas raconter ça longtemps parce que sinon ça va être très ennuyeux. J'ai fait des études assez diversifiées parce que j'ai préparé à la fois une licence de lettres, une licence de russe, une licence d'histoire. Alors la licence, il fallait avoir 4 certificats pour avoir une licence à l'époque. J'ai eu 4 certificats de lettres, donc j'étais licencié de lettres. J'ai eu 3 certificats d'histoire, mais pas le 4e de géographie parce que ça m'embêtait la géographie. Et j'ai eu 2 certificats de licence de russe et j'ai raté la philologie et je ne sais plus quoi. Donc tout ça fait un ensemble assez confus qui fait que, comme j'apprenais le russe à langues orientales, à l'école des langues orientales, mais là j'ai réussi mon examen de russe complet, le prof de russe m'a dit « Écoute Marie, il faudrait que tu envoyais comme lecteur de français à Leningrad, je ne sais plus ce qu'il a dit, parce que vaut mieux envoyer quelqu'un qui a une licence de lettres que quelqu'un qui ne fait que d'étudier le russe. » Donc c'est comme ça que j'ai été envoyé comme lecteur de russe. J'en parle brièvement dans mon livre, mais je crois que je me trompe d'un an, parce que vous savez, au bout d'un certain âge, la mémoire est une servante infidèle. Je suis avec elle, d'ailleurs. Bon, donc, je suis envoyé comme lecteur. Alors ça, c'est intéressant, parce que il y avait 5 lecteurs français, 3 à Moscou, 2 à Leningrad. À Leningrad, je pars avec un collègue qui, d'ailleurs, c'est intéressant, parce qu'il a emmené sa femme, qui l'a accompagné pendant 2-3 jours. Dans le contrat que nous avions signé, était indiqué que nous aurions une chambre chacun, tout seul. Et quand nous arrivons, nous sommes reçus par la direction des facultés, qui nous indique que nous serons logés dans une chambre à 5. Alors, on se réunit, mon collègue et moi, et on décide que s'il ne change pas, on va faire grève et informer les étudiants et les profs de la fac que nous faisons grève. Donc nous allons voir le directeur de la faculté, et nous disons, voilà, monsieur, si vous maintenez votre décision, on fait grève. Et on appelle. Alors un mec devient blême, il dit, grève, jamais. Je dis, mais comment, vous avez des syndicats? Je ne sais plus ce que je dis, parce qu'il faut se méfier des gens. Toujours est-il que dès qu'on a annoncé ça, hop, ils ont abandonné leur projet et on a eu notre chambre tout seul. Déjà, ça m'a fait réfléchir sur cette peur. C'était en 61, c'était en janvier 61, cette peur du simple mot grève prononcé par 2 étrangers, mais qui aurait pu parler à des citoyens soviétiques. Je me suis dit, il y a quand même quelque chose de bizarre. Bon. Et puis, j'avais plusieurs groupes d'étudiants, en général, je dois dire, d'un très haut niveau. Hein. Et puis, comme j'avais fait mon diplôme d'études supérieures sur un poète surréaliste, Robert Desnos, pour lequel j'ai toujours une grande admiration, et comme le surréalisme était craché dessus en URSS, il y a Rimbaud disait, excusez-moi du mot, mais c'est Rimbaud qui le dit, moi je suis pour rien, c'est des pédérastes. Alors pédéraste en Russie, c'était une injure insupportable. D'abord, c'était condamné par le code pénal, hein. 3 ans de prison pour homosexualité masculine seulement. Bon, donc je leur fais un cours sur le surréalisme, donc André Breton, Philippe Soupeau, Robert Desnos, et puis quand je finis Desnos, il y a un étudiant qui lève la main, je le raconte dans le bouquin, mais et qui me dit, et maintenant vous avez peut-être passé à Paul Éluard? Je dis, bah oui, bien sûr. Il me dit, j'aimerais mieux pas. Je dis, bon, pourquoi? Il me dit, parce que vous ne connaissez pas le poème d'Éluard pour le 70e anniversaire de Staline. Alors je l'avais lu, cet ignoble poème, dont je vais quand même vous lire, parce que c'est quand même pas mal. Je me suis rappelé ça, ce qu'il a osé écrire, Paul Éluard. Staline dissipe aujourd'hui le malheur, la confiance et le fruit de son cerveau d'amour.
Staline récompense les meilleurs des hommes et rend à leurs travaux la vertu du plaisir. Alors quand vous regardez la législation du travail à l'époque, la vertu du plaisir, car la vie et les hommes ont élu Staline pour figurer sur Terre leurs espoirs sans bornes. Bon, vous imaginez, le mec au goulag à qui on aurait lu ça, il n'a pas pu éprouver un enthousiasme très profond. Donc, je lui cite les 2 derniers vers, et à ce moment-là, l'étudiant me dit, mais vous savez, c'était un poème écrit donc en 1949, parce que Staline est 70 ans, 1949. Et il me dit, cette année-là, on a arrêté mon père, l'année où il a écrit ce poème, et on l'a envoyé en camp. Et 4 ans plus tard, on a fait apprendre ce poème par cœur à mon frère aîné. Je dis, bon, vous appelez ça un poète, vous? Bon, alors un peu... Je lui dis aux 13 autres élèves, j'ai un groupe de 14 étudiants, qu'est-ce que vous en pensez? Les 13 lèvent la main, il a raison. Et je me suis aperçu au bout d'un certain nombre que des étudiants ne voulaient pas étudier Maupassant parce que le régime avait fait l'éloge de Maupassant, lequel malheureux Maupassant n'était pour rien dans le fait qu'on avait célébré ses œuvres comme un exemple du réalisme, pas socialiste, mais presque. Bon, donc ils voulaient Maupassant. Donc je me suis aperçu que j'avais en fait en face de moi une génération d'opposants, mais pas seulement. Tous les profs, au bout d'un certain temps, quand ils ont eu confiance en moi, nous avons discuté politique. Donc ces profs, en 61, ils avaient 45, 50 ans, étaient tous des opposants, sauf une. Tous. Des opposants discrets, bien entendu, entre eux. Et donc, leurs enfants avaient été éduqués dans une... Bon, je sais bien que c'était après la mort de Staline, et qu'après la mort de Staline, beaucoup de choses ont changé. Mais quand même... quand Staline est mort, ils avaient 25, 30 ou 40 ans, ou plus même. Et donc, entre le comportement officiel de celui qui va à une manif du 1er mai ou du 7 novembre, en sachant qu'il est obligé d'y aller. Je me rappelle un jour, pendant que j'étais là-bas, il y avait les élections au Soviet suprême. C'est-à-dire l'instance officielle... J'ai un étudiant qui lui dit, Monsieur Marie, je ne pourrais pas venir au cours vendredi et samedi. Je dis, bon, pourquoi? Il me dit, parce que j'ai été nommé agitateur pour les élections. Alors je rigole, je lui dis, je vous félicite. Et j'ai dit, ben, comme ça, vous pourrez voir tous vos voisins. Et il me dit, non, pas du tout. On m'envoie dans un immeuble où je connais personne. Parce que pour convaincre les gens d'aller voter, il vaut mieux qu'ils ne vous connaissent pas. Il n'y a pas de raison qu'ils fassent des ennuis à des gens avec lesquels ils n'ont pas de compte à régler. Si vous allez dans l'immeuble où vous vivez, vous avez des voisins qui vous en veulent pour telle ou telle raison, donc qui vont dire qu'il ne faut pas aller voter. Enfin, qui ne vont pas dire qu'ils n'iront pas voter parce que si on peut l'emmerder, celle qui fait du bruit, surtout avec les appartements communautaires, où vous avez 4 pièces, 4 familles et une cuisine et une salle de bain unique pour tout le monde. Eh bien... j'ai déjà vu hier soir que pour voter, c'était très compliqué. Et puis quelques jours après, cet étudiant vient me voir et il dit, vous savez, je vais vous raconter une bien bonne. On a dépouillé les élections. Et je suis allé, j'étais nommé pour participer au dépouillement. Et il dit, vous savez, il y a des gens heureux chez nous, parce qu'il y avait 30% de bulletins nuls. Or, à l'époque, le citoyen qui va dans l'isoloir pour voter est suspect. Donc il n'y va pas. Donc il me dit, vous savez, comme on n'y va pas, parce que ça coûte trop cher, je ne sais pas comment ils ont fait, mais il y en a 30% qui ont réussi à salir leur bulletin pour qu'ils soient nuls. Donc il me dit, ils sont courageux, vous voyez. Alors je l'ai invité à être aussi courageux que ceux-là la prochaine fois. Mais vous savez là, l'expression, comment dire, matérielle, banale, d'une opposition qui ne peut pas prendre une forme collective. Mais cette atmosphère nourrit forcément les enfants qui sont en dessous. Et, enfin, pas tous, bien entendu, sinon le régime aurait tenu moins longtemps. Mais quand même, vous savez, je raconte à la fin de ce livre un épisode dont j'ai trouvé le récit, et après j'arrête. Lorsque, vous savez qu'à Berlès, vous avez eu les grèves le 17 et 18 juin 1953. Le régime est-allemand, dirigé par Ulbricht et Grotwohl, a organisé une baisse des salaires de 10%.
Les ouvriers furieux sont descendus dans la Staline-Allée, en plus, ont manifesté, en disant « Ah ben, gros de veau, là-bas, le bricht », bon, réclamant l'annulation de la baisse. Bon. Évidemment, la police populaire allemande, la Volkspolizei, n'avait pas tellement envie de cogner sur des gens de leur coin. Donc, c'est les chars soviétiques qu'on a envoyés à Berlin-Est pour écraser la grève, etc. Eh bien, quelques jours après l'écrasement de cette grève et de ces manifestations, 42 soldats et officiers soviétiques ont été condamnés à mort pour avoir refusé de tirer sur les ouvriers allemands. Si vous pensez à ce que ça voulait dire d'un ouvrier allemand en 1953 pour un soviétique, c'est quand même... bien sûr, ces ouvriers étaient des ouvriers membres d'un État qui était un État dit socialiste. Mais enfin, le souvenir du passage des armées allemandes en URSS était quand même assez pesant, parce qu'ils avaient massacré un tour de bras. Hein. Des saccages, des massacres gigantesques. Les 42 gars refusent de tirer et sont condamnés à mort. Et leurs familles sont déclarées familles de traîtres. Donc, tout ça, 3 mois après la mort de Staline. Donc, c'est forcément l'atmosphère, enfin le monde dans lequel ils avaient vécu avant. Ce qu'ils avaient appris avec leurs parents ou avec des voisins, ou même dans des conversations évidemment très discrètes, qui les a amenés à cette décision qui leur a coûté la vie. C'est pas comme ça une illumination soudaine. Et ça montre que déjà, avant, dans les sous-sols de cette société, il y avait une résistance qui explique d'ailleurs la crainte du régime. Si le régime avait pensé que les gens qui écrivent des tracts comme ça, ou d'autres, n'ont aucune chance d'être écoutés, ben, pourquoi s'embêter à les débusquer, à les arrêter, à les envoyer au goulag où ils ne travailleront pas, parce qu'au goulag, presque personne ne travaillait. Hein. Il y avait une émission sur Arte, sur le goulag, là, où on voulait vous montrer que le goulag avait été un élément fondamental de l'économie soviétique. C'est totalement bidon. On vous parle d'une ligne de chemin de fer, par exemple, de 1200 km au nord, là, de je ne sais plus où, à Salégargues. Elle n'a jamais fonctionné. Des dizaines de milliers de mecs ont travaillé pour la construire. Jamais un train n'a pu circuler dessus parce que les rails flottaient. D'ailleurs, Staline a fait fusiller les ingénieurs qui étaient responsables de ça, prétendument. Et les mômes étaient évidemment totalement inaptes à ça. On n'en voyait d'ailleurs qu'après 18 ans. Et donc on les envoyait dans des prisons pour enfants, d'autres. Ce qui fait qu'ils en sont revenus en général. Et ils ont écrit des souvenirs pour beaucoup d'entre eux. Bon, c'était un peu décousu ce que j'ai dit là, vous m'excuserez, hein, mais c'est l'âge. En tout cas, vous avez fini sur la question des souvenirs. Je pense que c'est un aspect qui revient beaucoup dans le livre, c'est que vous évoquez pas mal de cas très spécifiques dont vous montrez à la fois la récurrence de phénomènes assez similaires, de jeunes gens qui veulent créer des partis de la jeunesse, des partis communistes, des partis socialistes, avec tout un tas de noms. Et en même temps, ce que vous soulignez, c'est bien le côté rapidement réprimé de ces éléments. Et ce qu'on remarque, c'est la difficulté qu'il y a aussi à travailler sur les sources, puisque pas mal de vos sources sont en fait des sources qui renvoient à ce qu'a été le grand moment d'ouverture d'archives, de publications de témoignages, de publications de documents qui a été la toute fin des années 1980 et le début des années 1990. Au fond, vous renvoyez pas mal à la presse de l'époque, où il y a eu, notamment à la fin de la perestroïka, à la fin de l'époque de Gorbatchev, beaucoup de publications qui ont été faites, y compris avec des débats parfois assez vifs sur un plan historiographique, sur un plan politique, sur telle ou telle figure. Et d'une certaine manière, on voit bien que là, il y a quand même, depuis pas mal d'années, en Russie en particulier, un repli sur la question de ces sources, sur la question des archives. Est-ce qu'on pourrait peut-être revenir juste sur cette question de comment est-ce que vous avez travaillé et qu'est-ce que vous avez utilisé pour écrire ce livre, au-delà de toutes les difficultés qu'il y a et qu'on voit dans l'ouvrage, à reconstituer ces histoires individuelles, à faire sortir de l'anonymat aussi. C'est vrai que c'est quelque chose d'important, des figures qui ont été, pour certaines, déportées très jeunes, qui ont disparu complètement, qui ont été exécutées. Finalement, comment est-ce que vous avez approché cette difficulté ? Eh bien, j'ai rencontré à Moscou un dénommé Semyon Vilensky qui publiait une collection qui s'appelait Возвращение, ça veut dire le retour. Vilensky avait été envoyé au goulag
accusé d'une opposition politique dont il m'a dit qu'elle était quand même assez modeste. Enfin bon. Et dès qu'il a été libéré, il a utilisé la période de la Glasnost pour monter une maison d'édition qui s'appelait donc Le Retour, et en rassemblant le maximum possible, enfin en recrutant, cherchant partout les rescapés du goulag qui avaient eu un passé politique, une activité politique, même si cette activité politique avait parfois commencé au goulag, c'est ça qui est assez étonnant, et publié un certain nombre d'ouvrages, une revue d'ailleurs aussi, publiant ses témoignages. Il était flanqué d'une femme extrêmement courtoise et très active qui avait appartenu aux socialistes révolutionnaires de droite, c'est-à-dire ceux qui ont été éliminés dès 1919, enfin, avec un procès en 1922. Bon, il a fait un travail énorme. Ensuite enfin, au même moment, un peu plus tard, s'est constituée la Société Mémorial, qui s'est donné comme objectif de rassembler tous les documents permettant de faire sortir de l'oubli tous les aspects méconnus de l'histoire soviétique. Cette société a été dissoute par Poutine l'année dernière, parce qu'il savait trop de choses. Et puis Poutine n'aime pas les gens qui savent trop de choses. C'est pas sa formation. Sa formation, c'est celle d'un policier. Il a commencé sa carrière comme espion soviétique en Allemagne de l'Est, ce qui prouve d'ailleurs que ses supérieurs n'avaient pas grande confiance en lui, parce que sinon il l'aurait nommé en Allemagne de l'Ouest. Qu'est-ce que vous voulez qu'un espion soviétique puisse trouver comme renseignement en Allemagne de l'Est? Bon. Ensuite, il a travaillé d'ailleurs comme collaborateur du maire démocrate de Saint-Pétersbourg, Sobchak, où il a participé là à des opérations financières particulièrement douteuses, ce qui a développé chez lui un sens de la morale caractéristique, très développé, bon, très, très frappant. Bon, enfin, laissons tomber cet aspect. Donc, il y a toute une série de sources qui émanent des rescapés des victimes. Et qui sont... Alors, évidemment, il faut toujours être prudent avec les mémoires et les souvenirs. Bon, tout auteur de souvenirs n'est pas Chateaubriand, qui raconte un voyage au Mississippi où il n'est jamais allé, qui, dans l'itinéraire de Paris à Jérusalem, raconte des voyages qu'il a fait en recopiant où il n'est jamais allé nulle part, en recopiant des souvenirs d'autres. Enfin bon, c'est celui qu'on appelle le menteur magnifique. C'est vrai que c'est magnifique, mais enfin bon. Mais il faut quand même pouvoir vérifier, contrôler parfois. Alors, on peut vérifier parfois en regardant les souvenirs de voisins. Mais parfois, les documents sont nuls. Par exemple, je cite dans mon bouquin quelque part, vous avez eu, dans les procès de Moscou organisés par Staline, vous avez eu un procès de Moscou, le troisième, dans lequel est condamné à mort le premier secrétaire du Parti communiste d'Ouzbékistan, accusé d'être membre d'un complot trotsko-droitier lié à l'Allemagne nazie. Bon, il est condamné à mort, il appartenait à aucun groupe. Puis son fils, comme fils d'un condamné à mort, est envoyé en prison. Il arrive à la Loubianka, c'est-à-dire l'étape vers la prison, parce qu'il va être interrogé. Et là, dans le passage entre l'entrée et puis l'isoloir, on va l'emmener, enfin l'isoloir où ils vont être une trentaine à peu près, il voit un gamin de 14 ans. Ça l'étonne quand même. Lui, il doit avoir, à l'époque, il avait 21 ou 22 ans, je crois. Et le gamin de 14 ans manifeste une compréhension politique réelle, parce que lorsque Ikramov, le jeune Ikramov, l'autre a été fusillé, donc il ne peut plus parler, l'interroge, l'autre lui dit: mais moi je ne suis pas comme toi, moi j'ai été condamné pour quelque chose que j'ai fait. Alors Ikramov lui demande: mais qu'est-ce que tu as fait? Il me dit, il répond à l'autre: on a constitué un parti pan-russe contre Staline. Pan-russe, ça veut dire qu'ils veulent constituer un groupe à l'échelle de toute la Russie. C'est ça que ça veut dire pan-russe. Et ensuite, Ikramov dit: j'ai pas réussi à lui demander leur programme et combien ils étaient, parce qu'il a été emmené tout de suite dans sa cellule. Bon... J'ai appris que j'ai envoyé 2 mails au mémorial de la ville où il était,
pour demander des documents qu'ils devaient avoir dans leur librairie, enfin sur leur site. Je n'ai jamais eu de réponse. Je crois avoir compris pourquoi, parce que j'ai vu que sur leur site, ils s'intéressaient qu'aux répressions dans des années 21 à 29-30. Évidemment, le parti Pan-Russe contre Staline datait de 38 ou 37, je ne sais pas. Donc sur ce parti Pan-Russe, j'ai juste trouvé un extrait de tract que je ne vais pas vous le lire, parce que bon, qui est d'ailleurs extrêmement vigoureux, mais combien ils étaient, je sais pas, qu'est-ce qu'il est arrivé à ce gamin de 14 ans, je n'en sais rien du tout. Ce n'est pas la seule figure ainsi effacée d'une histoire à laquelle ils ont quand même participé, sans le savoir, en suscitant quand même une peur dans les hauts lieux du régime tout à fait caractéristique. C'était même... il y a un historien américain qui fut longtemps pro-stalinien, qui s'appelle Louis Fisher, a écrit plus tard, après, quand il aura rompu, après l'Espagne, dans laquelle il souligne que Staline avait profondément peur de tout. Et je crois que c'est vrai. Je vais vous raconter une petite histoire. Il faut bien parfois faire dans le... Disons, dans le... Oh, c'est pas un ragot, c'est pas une... Staline s'était fait construire 30 voitures blindées de 7 tonnes 2. Quand Khrouchtchev est arrivé au pouvoir, il en a fait fondre 29 pour récupérer le métal. Parce que 7 tonnes 2. Et puis, la dernière, il l'a envoyée au musée de Riga. À l'époque, ça appartenait à l'URSS. Donc je suis allé la voir au musée de Riga. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, parce que depuis que la Lettonie est indépendante, ça m'étonnerait qu'ils aient gardé la voiture blindée de Joseph Staline. C'est un spectacle tout à fait étonnant, parce que vous avez une voiture blindée. Bon, 7 tonnes 2, c'est du sérieux. Hein. Vous avez un siège devant, avec la place pour le chauffeur et un garde du corps, le siège derrière pour 3 gardes du corps, et derrière le siège de droite, un strapontin sur lequel s'asseyait Staline, qui faisait qu'on ne pouvait quasiment pas le voir de l'extérieur. Donc ça en dit quand même long sur la peur panique qui pourrait être la sienne, d'autant plus que quand il sortait du Kremlin, il sortait dans 5 voitures à la fois. Vous me direz, il était que dans une, ça c'est vrai. Mais il y avait 2 voitures sans lui, une voiture avec lui, mais je ne sais pas où elle pouvait être au début ou à la fin, puis 2 voitures. Il y a d'ailleurs un poète soviétique qui s'appelle Boris Slutsky, qui a écrit un poème consacré à ces 5 voitures qui sortent du Kremlin, sans qu'on sache dans laquelle était Staline. Et donc, cette peur panique, c'est la peur panique de son propre peuple. C'est pas la peur panique. Il s'était fait voter l'interdiction par le bureau politique de sortir, dès 31 de sortir dans la rue de Moscou, alors que le peuple l'adorait. Lénine se promenait dans Moscou. Bon, une fois, ça lui a mal réussi, le 30 juin 18, mais c'était à la sortie d'un meeting, là. Bon, les autres sortaient dans Moscou, à pied, en général, bon. Donc, c'est l'expression du rejet, même de sa propre propagande. Et puisque vous avez cité le culte de l'enfance, vous avez une gamine, Bouriate, qui un jour de 1937 vient avec son papa à Moscou. Son papa est premier secrétaire du parti de Bouriati. Et à un moment, elle se lève et elle se fonce vers la tribune et elle offre un bouquet de fleurs à Staline. Staline la prend dans les bras, l'embrasse, et ensuite cette photo sera reproduite dans la presse, disons, stalinienne du monde entier. Staline, père de l'enfance heureuse. Et puis l'année suivante, le père est arrêté, fusillé, la mère arrêtée, envoyée au goulag, et elle est aussi déportée. Puis elle reviendra. Donc elle racontera sa mésaventure en pleine perestroïka, bien sûr, en 89. Mais alors, le problème, c'est sa photo de propagande. Alors il décide à ce moment-là de remplacer son nom par celui d'une petite Tadjik qui lui ressemblait vaguement et qui avait commis l'exploit, je sais pas, d'arracher je ne sais pas combien de tonnes de coton, ou pas de coton, non, coton c'est l'Ouzbékistan, bon, peu importe. Donc, évidemment, il faut qu'elle accepte la gamine, mais la gamine, elle a 8 ans, elle accepte ce qu'on lui demande. Et donc, c'est l'expression du contraste le plus aigu qui soit entre les besoins de la propagande et une réalité. Qu'est-ce qu'il avait besoin de faire fusiller ce gars? A priori, rien. Sinon, on nettoie. Il fallait nettoyer tous les survivants de la première génération. Ces gens-là devaient être balayés.
Vous avez un jour un dirigeant du Parti communiste de l'URSS, à l'époque de Khrouchtchev et d'après, il s'appelait Mikhail Suslov, celui que la presse occidentale qualifiait d'idéologue du Parti communiste. Ça me fait bien rigoler parce que moi j'ai rencontré son secrétaire dans les archives à Moscou en 1994. Le gars voit que je travaillais sur des archives. Bon, vous avez vu que j'avais pas l'air d'un vrai soviétique, donc il vient me voir, qu'est-ce que vous faites? Ah bon, quand je lui dis ce que je fais. Bon. Et il me dit, vous savez, moi j'étais le secrétaire de Mikhail Suslov. Il me dit, je sais que vous le considérez comme un grand idéologue. Bon, je dis oui. Bon. Il me dit, vous savez, hein, moi j'ai été chargé de ces discours. J'avais 2 boîtes. Une boîte avec des citations de Marx et Engels, une boîte avec des citations de Lénine. Et il me disait, je crois qu'il s'appelait Sergueï, quand il faisait un discours, Sergueï, il faut que je me trouve une citation de Lénine ou une citation de Marx sur tel problème, donc je lui forçais la citation, et comme ça il pouvait apparaître comme un grand idéologue. Lui, mais il n'avait jamais lu aucun. C'est une des formes caricaturales de l'expression du bluff de ce régime sur le plan social et politique. Bluff tellement caractéristique que même le bras droit de Staline, Kaganovitch, après la mort de Staline, dans un comité central en juillet 1953, comité central spécialement consacré à l'arrestation du chef de la police politique Beria, aura le temps d'évoquer avec tristesse le sort des femmes condamnées au goulag pour avoir dérobé 3 bottes de paille. La suite d'un décret du 4 juin 1947 condamnant au camp, à prison, le vol de la propriété socialiste. C'était quoi ce vol? C'était une femme qui volait 1 litre de lait pour donner à son enfant, un gamin qui ramassait 3 épis au nom de l'idée qu'on peut glaner ce qui reste sur le sol. Et donc vous avez, à partir de 1947, un grand nombre de femmes déportées, dont beaucoup de veuves de guerre, déportées au goulag, où elles travailleront avec un enthousiasme très réduit pour ce vol de la propriété dite socialiste. Et ça, évidemment, les enfants de ces femmes, vous imaginez comment peut réagir un enfant dont il apprend que sa mère est envoyée là-bas? Il ne connaît pas le mot goulag à l'époque, on ne l'utilise pas. Hein. Il dit en camp. Il se retrouve tout seul, envoyé chez la grand-mère. En général, c'est la babouchka qui doit se taper ce genre de boulot après. Parce qu'elle est trop vieille pour qu'on l'envoie en camp. Évidemment, ça l'amène à se poser des questions. Forcément. Ça ne veut pas dire qu'il va faire quelque chose, qu'il va écrire un tract, qu'il va faire un groupe, etc. C'est autre chose. Mais c'est sur ce bouillonnement d'en bas, même si ce bouillonnement est très, comment dire, étouffé, que se multiplient les groupes à partir de 1949-50, en même temps que se multiplient les soulèvements au goulag. Car Staline a commis une faute gravissime parmi les nombreuses qu'il a commis. Pour lui, tout soldat soviétique qui a accepté d'être fait prisonnier était un traître. En conséquence de quoi, après l'écrasement du nazisme, de l'Allemagne nazie par l'armée rouge, il s'est trouvé avec 2 et quelques millions de soldats soviétiques faits prisonniers, capturés et envoyés en camp de concentration où ils ont très souvent, concentration nazie bien sûr, où ils ont très souvent subi un sort à peine moins tragique que les juifs. Parce que pour les nazis, les soviétiques, c'était l'ennemi juré. Bon, un peu moins que les juifs, parce que c'était pas... Mais, par exemple, un jour, ils ont pris, à Mauthausen, ils ont pris un général soviétique qu'ils avaient fait prisonnier, et en plein hiver, ils l'ont installé tout nu sous une douche froide. Vous imaginez ce qui est arrivé aux malheureux au bout de quelques heures de traitement comme ça. Donc, ces enfants sont forcément posés des problèmes. Alors, certains sont peut-être devenus des petits voyous, d'ailleurs. Parce que c'est aussi une forme de protestation contre le système qui vous réduit à la misère, au vol. Mais pas seulement ça. Il y a eu et c'est ce qui s'est traduit ensuite lorsque, au lendemain, vous savez, lorsque Khrouchtchev prononce son rapport secret contre Staline au 20e congrès en février 1956. Ensuite, ce rapport, dit secret, est lu dans toutes les instances du Parti communiste de l'Union soviétique. Et puis, selon les consignes de Khrouchtchev, on invite les 100 partis à participer à ces réunions. Donc, ce qui fait que ce rapport secret, sa lecture est à peu près entendue par près de 25 millions de soviétiques.
ce qui pour un rapport secret est quand même assez rarissime dans l'histoire. Bon. Et donc ça provoque un flopé de discussions. On a le rapport, par exemple, d'une femme qui va organiser un débat à Leningrad sur ce rapport après sa lecture devant l'auditoire de parti et de son parti. Eh bien, le résumé qu'elle fait des questions qui ont été posées montre en 1956 une maturation d'une opposition politique qui, 3 ans après la mort de Staline, s'est fait par des gens de 35, 40, 50 ans. Ils ne sont pas devenus ce qu'ils ont dans la tête en février 56 ou mars 56. Ça n'est pas apparu brusquement comme ça du jour au lendemain. Ça a mûri petit à petit au fil des années précédentes. Et parmi eux, d'ailleurs, il y a un certain, par exemple, celui qui a dirigé le groupe de Saratov, dont le tract est là, finira, si j'ose dire, sa carrière comme défenseur, enfin, il était tellement vieux, il était à peine plus jeune que moi, bon, défenseur de la Maison-Blanche lors du putsch raté de 19-20-21 août 1971. Et puis il mourra peu après. Donc, c'est cette expérience de gamin de 13 ans qui en a fait, une fois qu'il est sorti du goulag, un opposant, un dissident, etc. Et c'est une expérience qui n'est pas unique. Alors peut-être, juste avant qu'on passe à la discussion, ce que je vous propose, c'est de conclure, oui, après avoir traversé la plupart des aspects qui ont été ceux de cette résistance, de cette forme d'engagement de la jeunesse, plutôt sur la question plus globale de ce que, à travers ce livre, on peut dire sur le régime. Vous avez évoqué la figure de Staline, sur laquelle vous aviez déjà travaillé avant. C'est vrai que cette figure de Staline, elle revient beaucoup dans le livre, et donc au-delà de la question des gamins, de la jeunesse, on peut aussi lire ce livre comme une forme de nouvelle biographie ou de forme de réinterprétation de la vie de Staline. Peut-être, juste avant de vous passer la parole sur cette conclusion, je voudrais donner un exemple très, très concret qui fait un petit peu le lien entre la question de la jeunesse et la question de la figure de Staline et de l'identité du régime. À la fin des années 1930, et vous reprenez cet exemple dans l'ouvrage, se développe tout un culte de la personnalité autour de la figure de Staline, et assez naturellement se pose la question de ce qu'a été la vie de Staline. Et donc se pose la question de comment est-ce qu'on écrit la biographie du leader, ce qui est un travail hautement compliqué, hautement périlleux, puisque, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, la plupart des compagnons historiques des bolcheviks historiques, ceux qu'on appelait les vieux bolcheviks, sont éliminés dans les années 1930 précisément parce qu'on les soupçonne de connaître un petit peu trop de choses sur les premières années du mouvement révolutionnaire en Union soviétique. Et donc vous citez un exemple qui est assez révélateur et qui renvoie à ce sujet de l'enfance de Staline, et aussi à l'espèce aux injonctions contradictoires que Staline lance à son entourage. Et donc je vous cite sur ces quelques lignes. Donc en 1937, la journaliste Smirnova rédige un recueil de récits sur l'enfance de Staline, qui doit être publié par la maison d'édition des Komsomol, donc des jeunesses communistes, que vous évoquiez tout à l'heure, donc spécialement consacrée à l'édition d'ouvrages visant à façonner l'esprit des enfants. Le responsable de cette maison d'édition, par précaution, on est quand même en 1937, adresse à Staline les épreuves de l'ouvrage qui l'encensent. Staline lui répond très sèchement, et là vous citez Staline: « Je suis résolument hostile à la publication des récits sur l'enfance de Staline. Ce petit livre est truffé d'inexactitudes factuelles, de déformations, d'exagérations, de louanges imméritées. Les amateurs de contes, les affabulateurs, peut-être pleins de bonnes intentions, les lèche-bottes ont induit l'auteur en erreur. » Et Staline continue: « Là n'est pas l'essentiel. L'essentiel est que ce petit livre a tendance à enraciner dans la conscience des enfants soviétiques et des gens en général le culte des personnalités, des guides, des héros infaillibles. Or, précise Staline, la théorie des héros et de la foule n'est pas une théorie bolchevique, c'est une théorie socialiste révolutionnaire, donc qui renvoie à ce courant qui avait été éliminé auparavant. » Et Staline conclut de manière assez lapidaire: « Je conseille de brûler ce livre. » Finalement, en partant de cet exemple, on voit un petit peu ce que vous dites et ce que vous montrez sur Staline, sur son fonctionnement, sur son comportement. Et peut-être qu'avant donc de passer à la discussion, on pourrait juste revenir sur la manière dont, à travers cet ouvrage, à travers cette mobilisation de la jeunesse, vous avez peut-être
revu, reconsidéré, complété votre travail sur cette figure centrale de l'Union soviétique et finalement qui en est venu à donner son nom même à l'époque de ces années 1930 aux années 1950. Oui, alors d'abord, la citation que vous avez faite est très intéressante parce qu'elle souligne l'un des aspects du culte de Staline organisé par Staline lui-même, à savoir qu'il fallait insister sur sa modestie profonde. Comme c'était un homme théoriquement du peuple, il était modeste, comme le peuple est modeste. Et en interdisant la publication de ce recueil, il donne un exemple pratique de sa grande modestie. Ce qui n'empêche pas qu'au même moment, il laisse publier des poèmes de lui dans la Pravda, dans lequel, peu importe, dans lequel on le célèbre, toi qui as créé les étoiles, toi dont la pensée est plus haute que les espaces célestes, toi qui as créé le printemps, toi qui as créé l'homme, bon. Donc vous avez un jeu dans lequel il joue à l'homme modeste, d'autant plus modeste que personne ne le voit jamais. Enfin, si, on le voit à la tribune le 1er mai et le 7 novembre. Sinon, quand il va en vacances, c'est lui à Sotchi, il va en vacances dans une de ses voitures blindées, et là, il ne voit personne. À Sotchi, personne n'a accès à sa villa. Donc il est invisible. Donc, sauf à la tribune du mausolée, le 1er mai et le 7 novembre. Et d'après son interprète, Valentin Bereshkov, dont malheureusement les souvenirs n'ont pas été publiés en français, Bereshkov affirme, lui, et il a traduit Staline et Molotov très souvent, que dans sa moustache, vrai ou faux, comment le savoir, Staline proférait des mots de mépris à l'égard de ceux qui défilaient devant lui en souriant et en l'applaudissant. Comment savoir? Il faut se méfier souvent des mémoires, surtout que, comme il a traduit Staline, et y compris Molotov avec Hitler, donc un homme... Bon, il peut qu'il en rajoute pour montrer à quel point il ne marchait pas dans la propagande. Alors, quelle image le travail sur ces groupes peut permettre de modifier? Moi, je pense que ce qui m'a profondément, enfin, ce qui m'a touché, moi, c'est à quel point, je me répète, excusez-moi, mais après tout, la répétition est la mère de l'enseignement, comme a dit je ne sais plus qui. Il ne faut pas exagérer non plus, d'ailleurs. À quel point les dirigeants de ce régime sont convaincus de la fragilité de ce régime. Pour quelle raison? Parce que, alors que ce régime prétend reposer sur la probabilité du peuple tout entier, une formule assez vague, mais enfin quand même, en réalité, d'abord, une grande partie des paysans travaillent pour rien. D'ailleurs, je me rappelle, ça avait suscité l'admiration de Charles Bettelheim, c'est-à-dire l'idée que le kolkhozien touche, il est payé pour une journée de travail. Une journée de travail au kolkhoz, il touche un temps. En plus, il a son petit lopin de terre. En réalité, 20% des kolkhoziens ne touchaient pendant... C'est Khrouchtchev qui le dit d'ailleurs, et ça a été vérifié, touchaient rien pendant toute une année. D'autres touchaient quelques roubles misérables, donc ils vivaient, disons, de façon très pauvre, très pauvre, et se consacraient surtout à leur lopin de terre privé, qui faisait 1,5 hectare en général. Alors, ce qu'ils cultivaient là-dessus, ça leur permettait de vivre, disons quand même, de façon modeste. Et l'URSS c'est un pays d'abord paysan. Bon, la classe ouvrière se développe très vite avec l'industrialisation, mais quand même, la paysannerie est quand même le premier socle. D'ailleurs, c'est celle qui fournit l'armée rouge, essentiellement, hein, l'armée de paysans. Deuxièmement, la classe ouvrière s'est développée dans des conditions, disons, très difficiles, entre autres pour ce qui est du logement. On bâtissait un chantier, puis les ouvriers étaient entassés dans des baraques, parfois sans eau courante, etc.
Donc, un manque du... D'ailleurs, j'ai cité là une lettre à Molotov d'un ouvrier qui ne signe pas, bien entendu, en disant que le mécontentement grandit dans la classe ouvrière et qu'il faut faire attention. Donc, ce mécontentement, il s'exprime très rarement. Pour faire grève, il faut toujours avoir des meneurs. Ce n'est pas les meneurs qui font la grève. Mais sans meneurs, il n'y a pas de grève. Si il peut y avoir une grève qui explose comme ça, mais si les grévistes n'ont pas d'idée de savoir où ils veulent aller protester, quelles exigences ils vont avancer, etc., le mouvement va forcément patauger. Or, à l'époque, le syndicat est un organisme simplement d'État. Alors, cet organisme d'État veut bien protéger tel ouvrier que son directeur enquiquine parce qu'il arrive trop tard, etc. Bon, la défense individuelle, ça, ok. Mais impossible d'organiser une quelconque protestation collective, une quelconque revendication. Donc, il n'y a pas de mode d'expression autrement que le mécontentement, disons, sourd, etc., il y a des pays où ça explosera très vite, dans les démocraties populaires, en 1953 en Allemagne de l'Est, en 1956 en Pologne, etc. Mais là, c'est maintenu par un carcan policier très, très, très serré. Vous avez la police politique, qu'on appelle le MVD, qui deviendra KGB à partir de 1954, omniprésente. Et puis, vous avez toujours le contrôle de l'appareil du parti, qui est un appareil extrêmement nombreux. Je crois qu'ils sont 6 500 000 les membres du Parti communiste en 1953. Encore, je peux me tromper, je crois que c'est peut-être plus que ça, d'ailleurs. Ça atteindra des chiffres énormes. Lorsque Khrouchtchev sera renversé, je crois que ça a dépassé les 9 millions. Enfin bon, je peux me tromper, excusez-moi là. Donc vous avez un appareil coercitif qui est très, très, très nombreux et dont les membres savent qu'ils ne peuvent poursuivre leur carrière que s'ils sont eux-mêmes dociles. C'est-à-dire que l'apparatchik du parti, qui bénéficie d'un certain nombre d'avantages que les ouvriers et les paysans n'ont pas, c'est que s'il n'est pas docile, s'il ne répercute pas les ordres, il va perdre les avantages qu'il a. Ça a commencé très tôt. Staline a commencé sa carrière de fondateur de la bureaucratie par un décret qu'il a pris pendant que Lénine était malade en juin 22, distribuant des avantages matériels à une époque où l'URSS était affamée, à 15 000 cadres du parti qui recevaient chaque mois un paquet dans lequel il y avait un certain nombre de produits qui, à l'époque, étaient impossibles à trouver, depuis le beurre, les allumettes, le tabac, etc. Mais ce secrétaire du parti qui touchait ce petit paquet, qui aujourd'hui paraîtrait bien dérisoire, encore qu'il y a des pays où ça ne paraîtrait pas dérisoire, vous me direz, savait que s'il se permet... Et puis il avait en plus une augmentation de salaire s'il travaillait après 18 heures. Son salaire touchait 50% d'augmentation. Mais ce secrétaire du parti savait que pour qu'il puisse continuer à toucher ce paquet et cette augmentation, il fallait qu'il obéisse aux ordres du secrétariat, sinon il le perdrait. Donc l'appareil central de ce parti s'est constitué sur la base de privilèges. D'abord le fait de ne pas faire grand-chose. Je sais bien que Paul Lafargue a écrit l'éloge de la paresse, enfin, Bertrand Russell aussi d'ailleurs, l'éloge de l'oisiveté, mais enfin bon... mais le fait d'être assis dans un bureau à décider pour les autres au lieu d'être à l'usine, à travailler dans des conditions difficiles, etc., c'est un privilège, c'est un avantage certain que celui qui les tient ne veut pas perdre. Donc l'appareil se constitue d'emblée comme étant une couche de privilégiés qui bien sûr ne possèdent pas la propriété, mais qui tirent profit de ces avantages. C'est la différence profonde avec la bureaucratie fasciste. Le bureaucrate nazi, il pille à tour de bras, parce que comme pillards, ceux-là, c'est des champions du monde. Mais en plus, ce qu'il pille, il peut se l'approprier personnellement. Si vous regardez Göring, Goebbels, ce qu'ils ont pillé, ils l'ont transformé en propriété personnelle. L'apparatchik du parti, lui, ne peut pas transformer en propriété personnelle. C'est très frappant quand Khrouchtchev a été viré le 14 octobre 1964. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Ils lui ont pris sa voiture de fonction. Ils lui ont laissé une petite voiture, parce qu'il n'était quand même pas trop méchant. Ils lui ont retiré son appartement de fonction, ils lui ont donné une vieille baraque plus ou moins, disons, convenable. Et puis il a touché sa retraite.
Sa retraite, c'est fondé sur le salaire officiel, mais pour un bureaucrate, le salaire officiel, c'est pas ce qui compte. C'est le fait de pouvoir accéder à des magasins réservés à eux. Hein, les bibliothèques, bon, c'est les magasins réservés à ceux auxquels n'ont pas accès la masse de la population. Et ça, c'est un certain nombre d'intérêts matériels qui, bien sûr, ne figurent dans aucun texte officiel, bien entendu, ne figurent dans aucun texte de loi. Ça n'est pas dans la Constitution, mais il y a des millions de gens qui savent que c'est comme ça. Mais il faut que le bureaucrate qui bénéficie de ces avantages n'en rajoute pas trop. Alors, s'il se fait construire un hôtel particulier, il ne faut pas qu'il dépasse un étage. Il ne faut pas que l'entourage voit de trop près les avantages dont il bénéficie. Il ne faut mieux pas qu'il y ait une voiture de luxe. Une voiture étrangère, si. Ou une voiture de luxe, les membres du bureau politique, qui, j'ai trouvé, d'ailleurs j'ai publié ça dans ma revue, publié un décret de 49, je crois, bureau politique, attribuant à chaque membre du bureau politique 3 voitures étrangères, enfin pas toutes étrangères, la plupart étrangères, américaines bien entendu, pour ces braves gens qui se dévouent pour le prolétariat, donc bien c'est normal qu'ils aient des voitures américaines, qu'ils avaient dû faucher, je ne sais pas où d'ailleurs, mais enfin bon. Et là, il faut être dans la ligne, comme on dit. Celui qui n'est pas dans la ligne, ben, il perd tout ça. Et là, évidemment, ces jeunes révoltés, ils ignorent tout ça. Ils voient simplement ce qui arrive à leur famille. Ils voient le petit Geli Pavlov. Il voit bien que son père est mort au front, mais que les autres, ils vivent tranquilles et ils vivent bien d'ailleurs. D'ailleurs, quand Boris Batouyev crée le Parti communiste de la jeunesse à Voronezh, son père est un bureaucrate du parti. Et il voit comment vivent ces gens-là, comment eux, ils ne connaissent pas des problèmes, ils n'ont pas à faire les courses, ils ont des domestiques, etc., etc. Ils vivent bien. Et ils se cachent un peu. Mais pas de leur fils, bien entendu. Et cette inégalité sociale explosera à la fin de l'Union soviétique par le fait que les premières victimes, les ouvriers, cesseront de travailler. Il y avait 80 millions d'ouvriers en URSS qui ont mis petit à petit les mains dans les poches. À tel point que l'avant-dernier secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique, Andropov, cherchera à combattre l'absentéisme ouvrier en envoyant des brigades de policiers débusquer dans les cinémas les ouvriers qui regardaient un film au lieu d'aller travailler. Mais les gars sortiront des cinémas, ils n'iront rien faire. On ne peut pas forcer 90 millions d'individus à travailler quand ils pensent que leur travail ne sert à rien. Et c'est le sentiment qu'ils ont eu à la fin. Alors aujourd'hui, vous avez un certain nombre de gens qui expliquent complot américain pour renverser l'URSS. Pas besoin de complot. Bien sûr, les Américains avaient intérêt à ce que l'URSS s'effondre, mais il n'y a pas besoin de complot pour que l'URSS s'effondre. Il suffit que le régime se délite de lui-même parce qu'il est en retard. Je vais prendre un exemple. En 1941, un économiste soviétique, en janvier, et puis j'arrête là, publie dans une revue soviétique, Problème de l'économie, une étude statistique minutieuse qui montre que la productivité de la culture soviétique est 4,5 fois à 5 fois inférieure à celle des États-Unis. En janvier 1941. Les chiffres que donne cet économiste, c'est-à-dire 4,5 fois à 5 fois inférieure à celle des États-Unis, sont vrais. Comment réagit Staline? Il fait fusiller l'économiste. Le malheureux Koubanine paie de sa vie le fait d'avoir publié les chiffres réels. Mais ça n'est pas parce que vous masquez la réalité que les gens qui la vivent acceptent de ne pas la voir. Vous en avez qui acceptent de ne pas la voir, s'ils ont un intérêt à ne pas la voir. Leur intérêt à ne pas la voir, les membres de l'appareil policier, bon. Mais la masse des gens, même s'ils essaient de se débrouiller, de ruser, etc., ils essaient de ne pas la voir. Donc, ça ne débouche sur rien, sinon sur l'effondrement du système. Bien sûr, les Américains ont aidé à ce que ce système s'effondre, mais ce n'est pas eux qui l'ont fait tomber. Il est tombé de l'intérieur, gangrené par ses propres vices intérieurs, qui n'ont rien à voir avec le socialisme d'ailleurs. Ben, voilà. Vous me direz, ce n'est pas une conclusion très lyrique, ni épique, mais vu la manière dont ça s'est terminé, et vu ce que ça a coûté aux Soviétiques, là je termine là-dessus. Quand l'URSS s'est effondrée,
vous avez donc la Russie est devenue indépendante, l'Ukraine aussi d'ailleurs. 2 ans après la thérapie de choc, comme disaient certains économistes à l'époque, vous imaginez l'expression utilisée à l'époque de la perestroïka, la thérapie de choc. En 1993, l'URSS connaissait une inflation de 2500%. Moi, j'ai vu à l'époque où j'allais en URSS, je voyais des gens qui allaient vendre devant les métros, des femmes qui vendaient leur soutien-gorge, des profs qui vendaient leurs bouquins. J'ai entendu Yeltsin à la radio inviter les gamins à ramasser les bouteilles de bière vides dans la rue parce qu'ils pourraient les vendre à 15 kopecks. Un effondrement total qu'il a bien géré. Ça lui a valu d'être aimé par les gouvernements américains et européens. Et après, évidemment, Poutine est apparu comme celui qui remettait un peu de l'ordre dans tout ça, parce que c'était un effondrement total. À tel point d'ailleurs qu'en 1998, la Russie était dans une crise économique insurmontable apparemment. Yeltsin était entre autres conseiller, avait un conseiller américain qui avait même un appartement directement sur la place Rouge. Comme ça, c'était plus direct. Mais ça n'est pas ça qui a provoqué la chute de l'URSS. Ce qui a provoqué la chute de l'URSS, c'est donc, je me répète et je terminerai là-dessus, c'est les problèmes intérieurs dont ces mômes avaient aperçu une partie de la réalité. La réalité n'est pas l'apparence qu'on lui donne. On dirait qu'il n'y a pas qu'en URSS, d'accord. Mais là, c'était très profond. Voilà. Bon, mais écoutez, merci beaucoup pour cette conclusion qui, de toute façon, n'en est une que partiellement, puisque l'idée est que maintenant, on puisse avoir quelques minutes pour une discussion avec celles et ceux d'entre vous qui auraient des questions. Donc, il y a 2 micros qui vont circuler, et en fonction de qui a des questions, vous pouvez regarder d'un côté ou de l'autre pour obtenir le micro. En vous entendant, il y a beaucoup de résonance avec ce qui se passe actuellement en Russie, bien sûr. Oui. Et je voulais avoir un petit peu... Je voulais avoir votre regard sur la situation actuelle en Russie. Alors, c'est difficile de répondre parce que ça fait un certain nombre d'années que je n'y vais plus. Je suis trop vieux. Donc je ne peux avoir d'informations que parce que me disent mes camarades russes, qui ont en général des emails, et ce qu'on peut tirer avec beaucoup de prudence des informations publiées ici. Alors, ça n'ira pas très loin ce que je vais vous dire. Le régime de Poutine est un régime qui s'est d'abord installé sur la tentative de remettre plus ou moins en ordre le fonctionnement économique d'une Russie détruite par le régime de Yeltsin, auquel elle avait promis l'impunité par ailleurs. Donc vous avez, au début des années 2000, pas un arrêt définitif des privatisations de bandits, comme ça se produisait sous Yeltsin, où des hommes d'affaires mettaient la main sur une entreprise en payant 1 ou 2% de sa valeur. C'est entre autres le cas du spécialiste du pétrole, comme il s'appelait, Khodorkovsky, dont qu'on essayait de nous présenter comme un opposant démocratique à Poutine. Ça, c'est une plaisanterie. Donc vous avez donc il y a une sorte de régulation, non pas du trafic, enfin ça a été plus modéré, donc une remise en marche d'une partie de l'économie permettant d'améliorer le sort de centaines de milliers d'individus qui voyaient leur salaire plus ou moins augmenter. Et puis, cette amélioration économique s'est réduite à partir de 2010. Pour donner un exemple, là, j'ai vérifié, entre 2010 et 2020, la Russie de Poutine a fermé un hôpital, la moitié des hôpitaux. Il n'y a pas qu'en France qu'on ferme les hôpitaux pour faire plaisir à je ne sais qui. Parce que comme pays pour fermeture d'hôpital, on est pas mal en France. Hein. Et là, donc, un hôpital sur 2 a été fermé. Ça en dit long donc, sur la situation dans laquelle se trouve la population dans ce régime. Deuxièmement, ce régime, s'il a freiné le pillage des richesses organisées sous Yeltsin,
il a quand même consolidé le pouvoir d'un certain nombre de ceux qu'on appelle les oligarques. Et disons, simplement, à la différence de l'Ukraine, par exemple, la Russie a freiné sensiblement la privatisation des terres. Alors, ça ne veut pas dire que tout ça est remarquable, parce que souvent les terres sont contrôlées par des pouvoirs locaux, mais en Ukraine, on a privatisé les terres à tour de bras, je pense qu'il reste. Et en Russie, ce mouvement était. Enfin, le dernier chiffre que j'ai, ça date d'il y a 2000, il y avait encore très peu de terres vraiment privatisées. Donc, une situation des paysans plus ou moins convenable. Alors, le problème, c'est que le pouvoir de Poutine, c'est de plus en plus. Disons, heurté à une résistance d'une partie de la population qui, disons, accepte mal les votes plus ou moins truqués, les gens pour qui ils votent, qui sont élus et puis qui sont virés au bout de 6 mois, comme le gouverneur de la région de Primorje, là, Vladivostok, qui s'est arrivé. Ce n'était pas spécialement un contestataire vigoureux, mais il était contre Poutine. Les gens l'élisent et 6 mois après, on l'envoie en prison pour je ne sais plus quel prétexte, peu importe les prétextes. Il y a peu de pays où la justice est à ce point dépendante de l'État et des intérêts des gens de l'État. Vous me direz, c'est une vieille tradition, ça remonte à l'époque de Staline, bien sûr, mais c'est un pays où la justice n'a aucune indépendance. Et à partir d'un certain moment, la volonté de limiter, de réduire au maximum la liberté de critique, parce que le parti au pouvoir se heurte à un mécontentement de plus en plus latent, a fait que, par exemple, pour prendre l'association Mémorial dont je vous parlais tout à l'heure, qui a tenté de rétablir la vérité sur tout un passé, surtout sur celui de l'époque de Staline et ultérieure, d'ailleurs, pas seulement à l'époque de Brejnev, tout ce que vous voulez. On l'a obligé, comme elle reçoit des subventions de je ne sais plus quel organisme étranger, de se déclarer agent de l'étranger, mais finalement ils l'ont fermé l'année dernière ou il y a 2 ans. Ils ne peuvent plus rien publier. Or, ils avaient fait un travail énorme, très important. Bien, alors, en Occident, et j'arrêterai là-dessus, on présente comme figure centrale de l'opposition Alexeï Navalny, que Poutine a jeté en prison pour un certain temps. Alors, Navalny est un individu assez habile. Il a joué le jeu de l'absence d'une opposition organisée pour essayer de surfer sur, disons, le mécontentement. Navalny est un homme qui, jusqu'au 4 décembre 2011, a participé à ce qu'on appelle la marche russe. La marche russe, c'est une marche qui était organisée contre les migrants. Il faut savoir ce que ça veut dire, les migrants en Russie. Déjà, les marches contre les migrants, en général, c'est pas très joli. Mais en Russie, les migrants, c'est des citoyens d'anciennes républiques soviétiques, c'est-à-dire des Tadjiks, des Ouzbeks, des Kirghizes, enfin les anciens frères de l'Union soviétique. Et vous avez un parti communiste de la Fédération de Russie soviétique qui est l'un des plus acharnés dans la chasse aux migrants. Ils ont sorti une affiche qui montre un ouvrier russe prétendu communiste qui a un bouclier pour empêcher les migrants, disons, du sud du pays de venir travailler à Moscou, avec comme légende, ces gens-là sont responsables de la criminalité. Et Navalny participait à cette marche russe au 2e rang, deuxième partie de la marche, la première partie faisant le salut nazi, pour vous donner une idée de nature idéologique très précise de cette marche. Et puis, comme les partis oppositionnels ont disparu les uns après les autres, Yabloko, etc., vous avez un parti, Yabloko par exemple, c'est un parti où il n'y avait pas de cotisation. Alors évidemment, d'où venait l'argent? Forcément de l'étranger, donc ça a disparu. Et aujourd'hui, vous avez une situation dans laquelle, si Poutine a envahi l'Ukraine, je pense que c'est... vous savez, je ne prétends pas jouer aux experts de la Russie d'aujourd'hui, hein. Je pense que c'est pour essayer de créer un climat de patriotisme, de national-patriotique grand russe, pour essayer de colmater les brèches dans le système, des brèches qui s'ouvrent dans son système. Parce que lorsqu'il a voulu lancer une réforme des retraites,
Il n'y a pas que chez nous qu'on veut dézinguer les retraites. Lui, il a voulu le faire il y a déjà très longtemps, il y a 10 ans, je crois. Il s'est heurté à des manifestations dans le pays auxquelles personne n'avait appelé. Personne n'avait appelé. Près de 500 000 manifestants. Et il a reculé, pas tout à fait sur tout, mais enfin, il a abandonné les 3/4 de sa réforme. Bon, après, il s'est rattrapé sur les hôpitaux. Donc, il sait qu'il y a quelque chose qui peut se manifester en bas. D'où le fait que l'ordre policier se resserre dans la Russie de Poutine. Et c'est la raison pour laquelle, au début, il a laissé Navalny s'exprimer, parce que pour lui, c'était bien, il le présentait comme un agent de l'étranger. Et puis même Navalny, ça lui est apparu comme insupportable, comme susceptible d'électriser une opposition, disons, informelle. Donc il l'a envoyé en prison pour je ne sais pas combien de temps, 11 ans je crois, si mes souvenirs sont bons, mais je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit ça. Et aujourd'hui, donc voilà un pays dans lequel vous n'avez aucune force d'opposition organisée susceptible de faire face à la politique qui développe et qui se heurte simplement quand même par exemple, à un refus de nombreux jeunes de partir faire la guerre là-bas. Vous avez un groupe de jeunes, de 6 jeunes qui est arrivé à Paris il y a 10 jours, les Russes qui ont quitté la Russie parce qu'ils ne veulent pas aller faire la guerre en Ukraine, même bien qu'il n'y ait aucune sympathie pour le régime ukrainien, qui est un régime tout à fait corrompu. Alors là, Zelensky et son régime, c'est la corruption organisée. Bon. Et il y en a beaucoup comme eux. Alors, tous ne quittent pas la Russie, sinon ils ne peuvent pas d'abord. Certains se sont enfuis en Géorgie. Mais il y avait jadis des comités de mères de soldats. Bon, elles ont dû réduire leur activité sous peine de se faire étiqueter agents de l'étranger, etc. Donc vous avez une opposition, un contraste entre un régime de plus en plus autoritaire jouant le jeu du nationalisme russe, la reconstitution de l'empire quasiment tsarisme, tout à fait, et puis un mécontentement larvé dans certaines couches de la population qui ne peuvent pas dire grand-chose sous peine. Par exemple, vous avez des syndicats indépendants. Une grande majorité d'entre eux ont été dissous. Par exemple, j'avais connu un responsable des syndicats indépendants de l'usine Ford près de Saint-Pétersbourg. La justice a déclaré que ce syndicat n'avait aucun droit à exister, donc ils l'ont dissous. Ford a licencié le responsable sans problème, etc. Et ces syndicats indépendants, bien qu'il existe une confédération des syndicats indépendants en Russie, dirigée par quelqu'un que je connais d'ailleurs, enfin, il y en a 2, il y a Kirill Bouketov et puis l'autre, j'ai oublié son nom, bon, peu importe, mais qui manifeste beaucoup de réticence à l'égard de la guerre en Ukraine, mais qui en même temps est obligé à une certaine prudence sous peine de voir ses locaux confisqués, ses dirigeants arrêtés. Donc vous avez une situation de blocage dont je ne sais bien entendu combien de temps elle va durer, qui permet à Poutine de jouer le rôle du grand patriote, mais quel est son soutien réel dans cette Russie-là? Quel est le soutien réel que lui apportent des oligarques qui perdent un certain nombre d'atouts, qui ne sont pas contents de voir leurs avoirs gelés? Bon, tout ça, c'est vrai, ça représente une petite... Mais je suis incapable de vous le dire, donc je préfère me taire plutôt que de répéter constamment la même chose. Voilà. Alors, pour finir, est-ce qu'il reste une ou deux questions? Je vous en prie. Éventuellement, s'il y a une deuxième question, on peut prendre les 2 questions en même temps pour... Oui, quelle heure il est? Est-ce que vous... Il y a dans le sillage de votre travail des chercheurs qui prennent la relève sur la même thématique de l'opposition ou du trotskisme, enfin en tous les cas de l'opposition en URSS, mémorial qui n'existe plus parce qu'ils sont en Russie, parce qu'ils sont soit en prison, soit en exil, oui, existe un petit peu à Paris et dans d'autres villes d'Europe. Voilà, c'est tout. Ben, je ne peux pas dire grand-chose parce que
Vraiment, je ne suis pas un chercheur, j'étais prof de lycée, alors il n'est pas un chercheur quand on est prof de lycée. Deuxièmement, comment dire, il y a des gens qui travaillent là-dessus en Angleterre. Ensuite, je crois que depuis un certain nombre d'années, la thématique à la mode, c'est quand même beaucoup plus le goulag, présenté même l'autre jour sur Arte comme étant un pilier de l'économie soviétique. C'est, bon, aussi la répression, Nicolas Vert travaille beaucoup là-dessus. Bon, ce qu'il écrit est en général, d'ailleurs, tout à fait précis. Mais comme si l'URSS était une société silencieuse parce qu'on n'entend pas la voix de ce qui est en dessous. Et je pense qu'en plus, il est resté. Je vais vous donner un exemple tout à fait frappant. Vous savez que le 21 août 1939, Hitler envoie à Staline une lettre lui demandant de recevoir d'urgence Ribbentrop à Moscou pour pouvoir, parce que la guerre avec la Pologne va éclater, donc ils ont besoin de passer, et il reprend le pacte de non-agression élaboré par Molotov pour le signer ensemble. Staline y répond le lendemain, le 22 août, dans un texte, une lettre de 10 lignes. En général, si vous regardez les livres où on cite cette lettre, pas tous, mais presque tous, vous ne trouverez pas 10 lignes, vous trouverez 6 lignes. Parce que les 4 lignes du milieu ont été effacées par des tas de gens. Alors je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, pour certains c'est peu compréhensible, parce qu'il y en a qui sont très anticommunistes. Je vais vous lire ces 4 lignes. Les peuples de nos pays ont besoin de relations pacifiques entre eux. L'accord du gouvernement allemand pour signer un pacte de non-agression constituera la base permettant de liquider la tension politique et d'instaurer la paix et la collaboration entre nos pays. Et la collaboration. Un pacte de non-agression, ce n'est pas un pacte de collaboration. Si vous lisez les biographies Staline, dans la plupart de ces biographies, vous ne verrez pas ces 4 lignes. Il y a même un exemple caractéristique, il y a un historien russe qui a publié une biographie Staline en Russie, Volkogonov. Ces 4 lignes y figurent, dans l'édition française, elles ne figurent pas. Effectivement, ça pose un problème, la collaboration entre un régime dit socialiste et un régime non-agression, c'est une chose. Il y a des tas de pactes non-agression signés en Europe dans un tas d'États entre 1924 et 1939, dont un pacte de non-agression entre l'Allemagne et la Pologne d'ailleurs. Bon. Mais la collaboration, c'est autre chose. Collaborer, c'est agir ensemble. Et donc, il y a des bases pour une collaboration. Ben, ça, vous le verrez très rarement. Pourquoi ? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui acceptent, comment dire, inconsciemment ou consciemment, le dogme de l'histoire officielle, c'est-à-dire le pacte n'était un pacte de non-agression, il a été signé uniquement parce que Staline espérait repousser la guerre, mais ça s'arrête là. Hein, et à cause des magouilles réelles, tout à fait, d'ailleurs, des gouvernements anglais et français, qui ne voulaient signer rien du tout avec l'URSS et qui espéraient qu'Hitler, une fois qu'il leur attaquait la Pologne, continuerait vers l'Est. Ça, c'est évident. Les Anglais l'avaient décidé, et le gouvernement français, qui était au moment de laquer, avec Daladier encore plus laqué que les autres, pour être tranquille. À Munich, c'est pas Daladier qui mène le jeu, hein, c'est Chamberlain. Bon. Mais, donc, vous voyez que vous avez dans l'histoire, disons, un peu traditionnelle de ce système, une sorte de loi qui s'instaure, et en particulier, une loi visant à présenter ce régime comme étant un régime solide, fort, très dangereux d'ailleurs. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on a créé l'OTAN en 1949 pour faire face aux dangers effrayants de ce système. En général, plus personne ne dit une chose assez amusante, c'est le 15 avril 1954, le ministre des Affaires étrangères de l'URSS, Molotov, écrit au gouvernement anglais, français et américain pour leur demander l'adhésion de l'URSS à l'OTAN. C'est quand même intéressant, ça. Pourquoi on ne le dit jamais ?
une lettre très officielle. Il demande l'adhésion à l'OTAN pour prouver, montrer à quel point la politique de paix est commune à tous ces États. C'est vrai que j'avais lu une fois, je ne sais plus sur la signature de qui, que l'OTAN avait été créée pour répondre au pacte de Varsovie qui a été adopté 4 ans après. Enfin, pour signer 4 ans. Bon, ça c'est les gens qui lisent un peu trop rapidement. Donc, je pense, moi, quand j'ai écrit ce bouquin, évidemment, je ne peux pas dire qu'il est mauvais, sinon. Mais ce qui m'a poussé, c'est la vision qu'on voit de la fragilité de la domination politique du groupe au pouvoir. Et alors qu'on l'a représenté comme un danger, une force extraordinaire. Si je prends le Que sais-je, Histoire de l'URSS publié en 1945 aux éditions au PUF, l'auteur nous dit l'économie de l'URSS rivalise avec celle des États-Unis. Au lendemain de la guerre, les États-Unis sont devenus l'État le plus puissant, car la guerre lui a permis de s'enrichir en plus. L'Europe est réduite à rien du tout, un champ de ruines. D'ailleurs, ils adopteront le plan Marshall, comme l'écrit le secrétaire de Truman, j'ai oublié son nom là, pour sortir l'Europe, il faut que l'Europe soit un marché pour les marchandises américaines. S'ils n'achètent rien, à qui va-t-on vendre? Donc, ils lancent le plan Marshall pour ça. Bon, mais là, on vous sort un truc, une économie aussi puissante. La malheureuse économie soviétique, à moitié détruite par l'invasion d'Asie, parce qu'en Russie d'Europe, ils ont tout détruit, hein. Tout. Et d'ailleurs, c'est intéressant, j'ai rencontré un écrivain dissident soviétique qui s'appelait Kornilov. C'est pas de la faute s'il avait le même nom que le général Kornilov en 1917, pardon. Enfin, il est mort en 18, 1er avril 18. Son père était ouvrier métallurgiste. Et il me dit, il travaillait dans, je ne sais plus dans quel coin d'Ukraine, pour répondre à l'invasion nazie, on a déplacé son usine dans l'Oural. Et son père lui dit un jour, là, je travaillais 11 heures ou 12 heures par jour parce qu'il fallait battre l'agresseur. Et puis il dit à son fils, qui me l'a répété, le fils, j'ai pas vu le père, si l'autre croit qu'on va continuer après, il se met les 2 doigts dans les yeux. C'est-à-dire l'attitude de la classe ouvrière. Enfin, je ne veux pas dire que cet ouvrier représentait toute la classe ouvrière, mais il y en a des millions qui agissaient comme lui. Et ça, si on passe ça sous silence, on passe sous silence une partie de la réalité de l'histoire de ce pays. Voilà. Eh ben, je vous propose que ça soit la vraie conclusion, de cette conférence. Ok, une dernière question. Merci beaucoup pour vos interventions. J'avais une question, je voudrais revenir sur vos affirmations par rapport au goulag et au poids économique que cela pouvait avoir sur le régime soviétique. Vous avez critiqué à 2 reprises les affirmations données par Arte dans leur récent reportage. Est-ce que vous pourriez compléter votre propos, s'il vous plaît? Merci. Oui, bien sûr, parce que c'est pas parce que je dis que c'est vrai, hein, c'est évident, vous avez bien raison. Bien, alors, pour affirmer ça, je vais d'abord m'appuyer, ça va vous paraître étrange, sur Alexandre Solzhenitsyn, qui, dans l'archipel du Goulag, écrit à un moment que tout ce que produit le Goulag, c'est ce qu'on appelle en russe de la toufta. Toufta, c'est un mot russe qui veut dire rebut, déchet. Et vous avez effectivement, dans la production du Goulag, un nombre de rebuts, quantité de rebuts extraordinaire. J'ai rencontré plusieurs anciens détenus du Goulag. Il y en a un qui m'avait raconté, quand on nous donnait comme ordre de creuser une tranchée d'1 mètre de large, on la creusait de 80 cm. Inutilisable. Bon, je vous ai cité l'exemple du train au nord de la Sibérie, 1200 km, il va jusqu'à Salé-Garde, jamais aucun train n'a pu circuler dessus. Les détenus étaient utilisés pour la plupart pour l'extraction du minerai. Mais si vous regardez le résultat de l'extraction du minerai, non. J'en ai rencontré un, très intéressant, parce que ça a été le premier arrêté du complot des médecins, prétendu complot des médecins.
Jakob Jakovlevitch Ettinger, fils adoptif d'un homme du même nom qui sera le premier mort de l'affaire du complot des médecins. Staline avait inventé à la fin de son règne un complot de médecins, surtout juifs, destiné à assassiner des dirigeants soviétiques. Pas lui, il ne s'était pas mis dedans. Et le gars me dit, voilà, j'ai été déporté à Magadan, Colima, etc. Puis il me dit, au bout d'un an et demi, le commandant du camp me convoque et me dit, dis donc, t'es géologue, toi? J'ai dit oui. Il dit, il y a pas mal de géologues ici. Il dit, oui, il me dit, j'en avais rencontré d'autres. Mais vous ne servez à rien ici. Ben, on fait ce qu'on peut. Et le gars lui dit, écoute, je vous envoie tous dans tel coin de la Colima, qui est une région riche en minerais, et si vous me sortez des minerais, je ne vous demande pas de les extraire, mais de les trouver, vous verrez, votre sort sera amélioré. Et donc, on a trouvé des minerais. Après, il a fallu envoyer des gens pour les extraire. Mais sauf que, d'abord, il y en a qui ne voulaient pas. Et deuxièmement, c'est à cette époque qu'ont commencé les insurrections au Goulag. Parce que Staline avait commis l'erreur d'envoyer des centaines d'officiers faits prisonniers au Goulag. Ces mecs qui avaient battu le nazisme n'ont pas accepté d'être simplement des gars destinés à creuser du charbon ou de l'or ou du platine, je ne sais pas quoi. Donc ils ont organisé les insurrections qui commencent à partir du début des années 50, et qui d'un certain point de vue sont le reflet le plus extrême de ce qui se passe ailleurs dans le pays. Il m'a dit, mais l'extraction, mais les gars, ils en faisaient le moins possible, c'était très difficile de les faire travailler. D'autant plus que l'administration volait une partie de la nourriture qui leur était destinée. Donc, pour travailler, bon, il fallait se lever de bonne heure. Et Solzhenitsyn donne des tas d'exemples. Alors lui, qui, pourtant, à un autre moment, il affirme que le Goulag a joué un rôle important dans l'économie soviétique, mais il donne les éléments pour démontrer le contraire. Et moi, j'ai eu des souvenirs d'anciens déportés qui m'ont raconté qu'ils ne foutaient rien. D'abord, vous avez, comme parmi les déportés, les voyous. Vous avez tous les criminels qu'on envoie au Goulag. Ceux-là refusent de travailler par principe et personne ne peut les faire travailler. Il faudrait les fusiller, mais fusiller, ça ne sert pas à grand-chose. Et à partir de là, repose le travail productif uniquement sur les autres. Mais les autres, pour les faire travailler, qu'est-ce qu'il y a comme incitation? Il n'y a rien. Il y a la contrainte. Mais la contrainte, ils marchent lentement, ils se penchent lentement, ils ont mal au dos, etc. On fait tout un tas de combines pour en faire le moins possible. Et par exemple, je ne sais plus lequel déporté m'avait raconté, ils avaient été invités à fabriquer des trucs pour la porte, là, des loquets, enfin oui, pour la porte. Et il me dit, on s'arrangeait pour qu'ils soient inutilisables. Donc, statistiquement, il y avait, je ne sais pas moi, 80 000 loquets fournis par Saddam, il dit il y en avait quoi, 15 d'utilisables. Tout était, on sabotait tout. Mais les dirigeants du camp ne pouvaient pas le dire, parce que s'ils avaient dit que ce qu'ils envoyaient c'était saboté, ils auraient été sanctionnés. Et en étant dirigeants du camp, c'était pour eux, c'était une mine d'or, parce qu'ils volaient une grande partie de la nourriture destinée aux déportés. Il y a d'ailleurs un rapport de Beria qui, dès 1939, accuse les dirigeants du Goulag de voler un tiers de la nourriture. Il l'envoie à Staline, ce rapport. Je n'ai pas su ce que Staline a répondu. S'il met un tiers, c'est que c'était au moins un tiers. Donc vous avez effectivement... Alors, ceux qui affirment, je termine là-dessus, ceux qui affirment que le Goulag a joué un rôle très important dans l'économie soviétique se fondent sur le nombre de détenus. Mais ça ne veut rien dire, le nombre de détenus. Vous imaginez que la femme qui a été envoyée au Goulag parce qu'elle a volé un petit morceau de beurre pour son gamin et qu'on envoie au Goulag, vous croyez qu'elle va se défoncer pour faire quelque chose? Elle va tout faire pour ne rien faire. Et qu'est-ce qu'ils ont comme arme pour les hommes? Ils peuvent quoi? Les menacer de les mettre au cachot? S'ils sont au cachot, ils ne travaillent pas. Moi, j'ai lu les souvenirs d'un gardien de camp, publié en russe, il y a très longtemps d'ailleurs, qui s'appelle Soldat de Beria. Le gars raconte que la grande majorité des détenus faisaient mine de travailler.
Ils ne le disaient pas, mais ils faisaient mine. Et quand on voyait le résultat de leur travail, il dit... c'est ce que dit Solzhenitsyn, de la toufta, c'est-à-dire en russe du rebut du déchet. Et c'est tout à fait exact. L'exemple de la ligne de chemin de fer de 1200 km est quand même tout à fait caractéristique. Et alors, les seuls travaux qui ont pu être exécutés de façon plus ou moins efficace, c'est l'extraction de minerais. L'extraction de charbon à Vorkuta, de nickel, je ne sais plus où, à Norilsk, nickel. Bon, déjà c'est plus compliqué, le nickel. Et puis, c'est à peu près tout. Trouver des objets fabriqués au goulag et qui ont été utilisés dans l'économie, très difficile. D'ailleurs, ceux qui font des films sur le goulag comme élément important de l'économie devraient nous montrer ce genre d'objets comme preuve. Par exemple, je ne sais plus quel camp avait été inventé à fabriquer je ne sais plus quelle arme. Ils ont très vite arrêté. Bien sûr, ils n'auraient pas eu les balles, mais parce que les fusils valaient rien. Enfin bon. Et comment les sanctionner? Si tu sors, le goulag, c'est une impasse au bout d'un certain... Enfin, très vite, c'est une impasse. Donc, ce qui est caractéristique, c'est que Staline meurt le 5 mars 1953. Un mois après, Beria fait adopter par le gouvernement soviétique un décret d'amnistie, qui d'ailleurs n'est pas signé de son nom, parce que ce n'est pas lui qui peut le signer, amnistiant 1 200 000 détenus avec comme argument, ils ne servent à rien. Voilà l'argument qu'il donne lui, qui était chargé de ça. Et en même temps, comme il pense que ça ne sert à rien et qu'il veut s'en débarrasser, il fait passer le goulag de la gestion de son ministère au ministère de la justice. Comme ça, il a les mains tranquilles, il ne sera pas responsable du fait que ça produit à peu près rien. Mais c'est un aveu, dénué d'artifice. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux comme aveu, d'ailleurs, ce genre de... Vous me direz, ce n'est pas une conclusion grandiose, mais bon, chacun fait avec ses moyens. Ben écoutez, je pense qu'on peut vous remercier pour cette, pour conférence. Ouais, je le dis pour moi, en tout cas. Merci beaucoup pour votre présence et bonne soirée. Bonne soirée à tous et merci de m'avoir écouté.